Et le plus fou dans tout ça, c'est que les gouvernements ont rendu cela possible et légal. Le Canada en particulier. En 1980, et c'était là-dessus que portait le vote dont il a été question à la Chambre des communes il y a quelques jours, là. En 1980, le Canada a signé un accord de non-double imposition avec la Barbade. Une pure folie. Bon. Qu'est-ce que c'est un accord de non-double imposition? Un accord de non-double imposition, c'est un accord qu'un pays signe avec un autre pays qui lui ressemble. Le Canada a des entreprises, il signe un accord de non-double imposition avec l'Allemagne, ce qui fait que lorsqu'une entreprise au Canada crée une filiale en Allemagne, vend des biens, enregistre un profit, paie des impôts en Allemagne, éventuellement va peut-être vouloir rapatrier des fonds au Canada, c'est-à-dire transférer le capital qu'elle a fait en Allemagne dans ses comptes au Canada, et elle va pouvoir dire au gouvernement canadien, j'ai fait, oui, de l'argent en Allemagne, j'ai eu une activité, mais j'ai déjà payé des impôts sur ce capital-là, il y a plus d'impôts en Allemagne qu'au Canada sur le revenu des entreprises, il est normal que je ne fais pas 2 fois des impôts sur le même capital, on peut comprendre ça. Mais le problème avec la Barbade, c'est que d'une part, c'est une économie de la taille de la ville de Gatineau, où il n'y a pas d'activité économique comme telle, et le taux d'imposition sur le revenu des entreprises, il est de 0,25%. Aussi bien dire rien. Alors les entreprises canadiennes, du moment que cet accord-là a été signé, se sont mis à faire semblant d'avoir des activités là-bas. On est présent à Trois-Rivières, on embauche des gens à Trois-Rivières, on profite des infrastructures à Trois-Rivières, les routes, l'aqueduc, l'électricité, tout ce que l'État rend disponible, le personnel formé sur mesure, c'est-à-dire vous et nous, et vous et moi, les services de santé, ainsi de suite, les subventions à la création d'emplois, on profite de tout, mais on fait comme si l'activité avait eu lieu à la Barbade pour enregistrer le profit là-bas parce qu'il n'est presque pas imposé. Et à cause de cet accord-là, ensuite on transfère les fonds ici et on dit au gouvernement du Canada, j'ai déjà payé des impôts à la Barbade, 0,25%, c'est dégueulasse, vous n'allez quand même pas m'imposer une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'on organise les choses. Et le gouvernement du Canada sait très bien qu'en faisant cela, il permet aux entreprises de transférer des fonds à la Barbade pour qu'ils ne soient pas imposés, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de fonds pour financer les services publics, qui sont sous-financés actuellement, ce qui suppose des coupures et tout ce à quoi on est confronté. Bon, on apprenait à Radio-Canada aujourd'hui que les infirmières responsables des accouchements n'arrivent plus à faire leur travail d'une manière sécuritaire à cause des coupures. Et on en est là. Et pendant qu'on en est là, il y a un gouvernement qui a créé une autoroute pour permettre aux grandes entreprises de contourner leurs obligations fiscales, ce qui est la cause de notre problème. C'est un petit peu comme si l'impôt était un poste à péage sur une autoroute, mais que le gouvernement avait aménagé une voie de contournement pour les voitures de luxe. C'est un peu ça la logique. On a dit aux entreprises, mais faites comme si vous allez à la Barbade et on va faire semblant d'imaginer qu'il y a une raison économique à cela, alors que c'est simplement une raison comptable pour permettre la triche, ce que j'appelle une escroquerie légalisée. C'est un petit peu comme si vous et moi, désormais, on disait à notre employeur, oui, je suis à Trois-Rivières, je suis à Gatineau, je suis à Rouen, je suis à Chicoutimi, peu importe, je suis ici, je travaille dans l'entreprise ou dans l'institution publique qui est la mienne, j'ai un salaire, mais cher employeur, désormais, voudriez-vous verser mon salaire non plus dans mon compte bancaire ou ma caisse locale, mais dans un compte que je viens d'ouvrir au Belize? Et on va faire semblant que je vis au Belize, même si je viens travailler tous les matins, on va faire comme si j'étais au Belize, on va verser mon chèque de paye au Belize, ou au Panama, puis ou à l'île Jersey. Hein, les médecins qui sont travailleurs autonomes en Arabie Saoudite aiment beaucoup transférer leur salaire à l'île Jersey. Bon, et comme il n'est pas imposé, ben, je vais en profiter plus que si je payais des impôts. Évidemment que si on rentre dans des logiques comme ça, à la fin, il n'y a plus que les pauvres et les imbéciles qui vont payer des impôts. Et on ne pourra plus financer les services publics que nous nous donnons. On ne pourra plus se donner en partage des biens collectifs qui sont les nôtres grâce à cette cagnotte commune qui est le budget de l'État,
que nous constituons à partir des impôts et qui est un gage de vie en société et de civilité. Bon. Actuellement, ça marche tellement bien que dans cette petite île de la Barbade, qui est économiquement insignifiante, et là, j'insulte pas les gens de la Barbade, qui sont des braves personnes, des pêcheurs, des agriculteurs, qui se débrouillent comme ils peuvent dans une économie difficile, mais économiquement, sur papier, la Barbade est une toute petite économie. Eh bien, formellement, la Barbade est le pays où les sociétés canadiennes investissent le plus après les États-Unis. C'est 71 milliards de dollars qu'on a formellement placés là-bas. Plus qu'en Chine, plus qu'au Brésil, plus qu'en Allemagne, plus qu'en France, plus qu'au Royaume-Uni. C'est là qu'on va. Et si on prenait l'avion, là, puis on y allait tous, tout ce qu'on verrait sur place, c'est des banques canadiennes. Il n'y a pas d'actif, il n'y a pas un port, il ne va pas y avoir les Jeux olympiques dans 2 ans. Je veux dire, on n'investit pas dans un savoir-faire particulier. On fait simplement faire transiter de l'argent là-bas quand on est très très puissant pour éviter de payer l'impôt. Et ça, c'est à cause des multinationales. Et c'est à cause du gouvernement qui a laissé ça faire. Et donc, il y a eu ce vote à la Chambre des communes il y a 2 semaines, et je me réjouis d'apprendre que votre député a voté pour une motion non partisane d'un parlementaire qui s'appelle Gabriel Sainte-Marie, et qui visait à dire qu'il faudrait que cet accord-là soit abrogé. Qu'on le revoie, qu'il soit plus possible pour les entreprises de faire semblant qu'elles ont une activité là-bas pour payer 0,25% d'impôts plutôt que 35% d'impôts ici, alors qu'en réalité, elles sont ici, elles bénéficient des infrastructures publiques et elles doivent payer, elles aussi, leur juste part. Hein, en 2012, on matraquait les étudiants pour qu'ils payent leur juste part. Ben là, il faudrait qu'on soit un peu conséquent et qu'on demande aux entreprises de payer leur juste part aussi. Eh bien, les libéraux ont voté contre. Bon, que les conservateurs votent contre, ça, c'était attendu, mais les libéraux ont voté contre. Et Justin Trudeau a fait un selfie. Bon. Et c'est quand même consternant. Et quel a été l'argument? L'argument a été de dire, on lutte contre la fraude fiscale, on a embauché 100 vérificateurs de plus, après qu'il y ait eu des années de compression budgétaire à l'Agence de revenus du Canada, c'est juste dérisoire de dire ça, on n'est même pas dans un rééquilibrage. On a dit, on a embauché 100 vérificateurs de plus pour lutter contre la fraude fiscale, on en fait bien assez, cet accord-là, on fait comme si on ne comprenait pas, qui constitue une façon de légaliser une escroquerie. Bon. Les bras m'en tombent. Parce que là, c'est même plus de l'ordre du mensonge, c'est purement et simplement une insulte à l'intelligence. Parce que l'accord entre le Canada et la Barbade rend légal le transfert de fonds à la Barbade de la part d'entreprises canadiennes pour qu'elles ne paient pas d'impôts. Si c'est légal, ça ne sert à rien d'avoir des vérificateurs qui vérifient. Parce que de toute façon, les vérificateurs ne peuvent pas sanctionner un méfait, ou un délit, ou un crime, puisqu'on a légalisé la chose. C'est comme si on abolissait la limite de vitesse sur les autoroutes en disant « mais rassurez-vous, il va y avoir des patrouilles en plus ». Mais si ça devient légal de rouler à 400 à l'heure, ça ne sert à rien d'avoir des patrouilles. C'est comme ça qu'on nous parle. Et ça en est même stupide, dans le sens où on ne peut même plus argumenter, c'est un contresens. Et on nous sert des contresens avec des sourires, et c'est censé passer. Ça, c'est le premier point qui explique que la question des paradis fiscaux est centrale. Pourquoi il n'y a plus d'argent dans le trésor public pour financer des troupes de théâtre, pour financer des écoles, pour financer des cégeps, pour financer l'aménagement du territoire, pour penser aussi les défis du 21e siècle, la transition énergétique, le passage à la décroissance, parce qu'on est fait face à des enjeux graves. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des institutions publiques capables de faire valoir un certain nombre de principes à une grande échelle qui est la nôtre socialement. Mais nous, on est face à des gouvernements qui disent on n'a plus d'argent, un premier ministre qui dit le budget du gouvernement du Québec est établi par les agences de notation à New York, puis un ministre de l'Agriculture qui dit Monsanto est plus puissante que nous. Donc on est face à des gens qui ont capitulé du point de vue de la politique et qui ont laissé des entreprises générant des milliards dans les paradis fiscaux prendre toute la place. Aujourd'hui, les entreprises canadiennes ont placé 200 milliards de dollars dans les paradis fiscaux plutôt que de les avoir ici. Et ces 200 milliards de dollars-là, ils ne sont pas stockés dans un coffre-fort. C'est un flot d'argent qui se renouvelle en croissance et qui n'est toujours pas imposé. C'est très grave. Et ce n'est que le premier des 4 problèmes qui concernent les paradis fiscaux. Habituellement, quand je parle des paradis fiscaux, j'arrête là, juste un peu avant le seuil du suicide collectif. Donc, on va avancer pas à pas pour comprendre qu'est-ce qu'il en est des problèmes relatifs aux paradis fiscaux.
sans pour autant se décourager parce qu'il y a quand même des points d'espoir. Mais le deuxième problème, je veux quand même le mentionner, il porte sur ce que permettent ces États qu'on appelle paradis fiscaux un peu à tort, parce qu'en réalité, ils ne concernent pas que le fisc. Les paradis fiscaux, qui sont aussi des législations de complaisance, concernent tous les secteurs d'activité de la vie sociale et ils constituent en fait des États ou des législations qui visent à rendre possible et permis ce qui est interdit ailleurs. Point à la ligne. Au fond, le droit dans les paradis fiscaux est un droit ultra permissif. On permet aux acteurs inscrits dans les paradis fiscaux, qui sont richissimes, qui sont des entreprises très puissantes, de faire légalement ce qui est interdit chez soi. Ici, il faut payer des impôts, on déménage au Liechtenstein, on n'en paie plus. Ici, on ne peut pas faire travailler des enfants, qui plus est à $1 par jour. Mais au Bangladesh, on peut. En Chine, on peut. En Inde, on peut. Parce qu'il y a des zones franches qui soit le permettent ou soit ne contrôlent pas l'activité si c'est interdit. Si on est propriétaire de navires de transport, là, les grands navires qui transportent des conteneurs, si on enregistre son navire en Allemagne, en Espagne ou au Canada, il faut respecter des normes environnementales. Il faut respecter des normes sur l'entretien des navires. Il faut respecter des normes sur la sécurité au travail, sur le traitement des déchets toxiques. Mais ce même navire-là, si tout d'un coup on l'immatricule au Libéria ou au Panama, on n'a plus à respecter de loi. Les lois disparaissent. Dans le domaine de l'assurance, quand on gère une compagnie d'assurance, on gère les prestations de nos clients. Et on peut investir avec cet argent-là. Mais il y a des lois, on ne peut pas investir n'importe comment, on ne peut pas emprunter de manière illimitée des fonds pour jouer à la bourse, mais aux îles Turques et Caïques, on peut. Si on veut faire faillite, on va au Delaware, parce qu'au Delaware, c'est le paradis pour faire faillite. Si on veut jouer aux apprentis sorciers dans l'information médicale, on va à Sainte-Lucie, c'est fait pour ça. Si on veut être furieux à la bourse et jouer de manière absolument risquée sur le marché financier à partir de fonds de couverture, on va bien entendu aux Caïmans, aux îles Caïmans. Ces grands, vous les avez là, c'est comme 3-4 cailloux dans la Caraïbe, et c'est officiellement la 6e place financière au monde. Si vous voulez créer une société minière et commettre des abus en matière de droits fondamentaux, corrompre des dictatures et jamais être dérangé, vous venez au Canada. Le Canada est le paradis réglementaire dans le domaine minier. 3 sociétés minières au monde sur 4 sont canadiennes parce qu'ici, on les couvre d'un point de vue réglementaire et judiciaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les droits de propriété intellectuelle, les brevets, c'est en Irlande. Le pari sportif, c'est à Singapour. Les plateformes pétrolières en mer, c'est aux îles Marshall. Chaque législation de complaisance permet à des acteurs puissants de contourner la loi. Donc, tellement qu'il y a une criminologue, experte en matière d'anti-blanchiment, Marie-Christine Dupuis-Danon, qui a écrit dans un livre, le problème aujourd'hui, c'est qu'une multinationale, quand elle a en tête de faire quelque chose de criminel, le seul enjeu qui se pose à elle, c'est d'enregistrer ses opérations dans un pays où ce qui est illégal chez soi devient illégal là-bas. Donc les paradis fiscaux sont comme un système de tricherie à la carte qui procède à la légalisation de méfaits et de forfaits. Et donc on en est dans une situation où les États sont de plus en plus insignifiants. Et c'est pour ça qu'ensuite, quand il y a des campagnes électorales, comme aux États-Unis, comme au Canada, aux États-Unis, une campagne électorale, il y a quelqu'un qui grogne. Au Canada, une campagne électorale, il y a quelqu'un qui fait des sourires. En France, une campagne électorale, il y a quelqu'un qui trébuche. Mais c'est toujours assez anecdotique. On sent bien que dans les campagnes électorales, il n'y a personne qui est à la hauteur des problèmes de l'époque. Il n'y a personne qui est capable de vraiment regarder en face ce qu'il en est de la criminalité financière, des enjeux écosystémiques, de la pauvreté dans le monde et de la pauvreté chez soi, le quart-monde, et de lutter contre le phénomène de manière adéquate. C'est comme si on était dépassé. Et c'est un vrai problème de société, c'est un problème historique. Ça, c'est le deuxième point. Les paradis fiscaux sont un système de tricherie à la carte. Tous les paradis fiscaux que vous voyez derrière là, sont un petit peu comme des boutiques dans un centre commercial. Ils permettent à des acteurs de chercher le produit financier, le produit réglementaire qu'ils veulent pour éviter d'être contraints par la loi.
Nous, on fait face à des contraintes. Nous, là, on veut ouvrir un dépanneur demain. On veut créer une troupe de théâtre. Il va falloir respecter des normes sur la sécurité, des normes sur le revenu, des normes sur des règlements sur le nombre d'heures de travail effectuées dans une semaine. Il va falloir respecter un paquet de normes, un paquet de règles, et c'est normal, on vit en société. Mais le problème, c'est que les plus puissants, eux, dès qu'il y a des contraintes, arrivent à s'en soustraire et à enregistrer formellement leurs activités là où il n'y a plus de règles. Et si vous lisez les textes de loi des paradis fiscaux, vous avez des textes du genre, chez nous, n'importe quel avocat d'affaires peut créer n'importe quelle société internationale pour n'importe quel ayant droit. Les administrateurs peuvent rester anonymes et se rencontrer n'importe où et procéder à n'importe quoi avec n'importe quel capital, n'importe comment. C'est comme ça que la loi est écrite. On dirait une farce. Et donc on se trouve dans un monde où il y a des États qui fonctionnent selon un régime à deux vitesses. Il y a les États traditionnels qu'on connaît spontanément, j'en parle depuis tout à l'heure, la Suède, le Portugal, la Pologne, le Chili, l'Australie, ainsi de suite. Et puis il y a les autres États qui sont des États ignorés, le plus souvent de la conscience commune, mais qui sont là où ils se trouvent là où est concentré sur papier l'essentiel des opérations du capital et du capitalisme. Hein, il va y avoir ces petits pays, l'île de Man, les îles Vierges britanniques, ainsi de suite, c'est la Suisse où se concentre le capital. Et ça distorsionne complètement les données formelles. Quel est le plus grand exportateur de bananes au monde sur papier, en termes de pays? On pourrait dire le Costa Rica, je ne sais pas, non, c'est l'île Jersey. N'importe qui est allé là, c'est qu'il n'y a pas une banane qui peut pousser là-bas. Bon. C'est strictement des jeux d'écriture. Mais évidemment, les bananes ne vont pas là-bas, c'est que par ordinateur, on s'assure qu'on gère la filière bananière depuis l'île Jersey pour profiter de toutes sortes d'avantages qui sont aménagés par cette législation-là. Le principal partenaire commercial, la Chine, ce sont les îles Vierges britanniques. Une tête d'épingle sur une map monde. Avant l'Allemagne, avant les États-Unis, tout simplement parce qu'en passant par ce corridor-là, on facilite beaucoup la corruption d'agents étrangers et d'autres formes de malversation. Et je pourrais continuer. Le pays à partir duquel on investit le plus depuis l'Europe dans le monde, c'est le Luxembourg, qui est un duché économiquement restreint, un mouchoir de poche, et ainsi de suite. Bon. Donc on est dans une sorte de distorsion, on ne s'y retrouve plus. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point concerne le secret. Il n'est pas possible d'enquêter dans les paradis fiscaux. Il n'est pas possible de savoir ce qui s'y trame. Si des ressortissants canadiens, américains, français ont des activités dans les paradis fiscaux qui sont criminelles, éventuellement, blanchiment de fonds issus du narcotrafic par le Panama, la filière de la prostitution, le trafic d'armes de la part des sociétés minières dans les pays du Sud, la corruption politique, ainsi de suite, ou la fraude fiscale. Il n'est pas possible d'enquêter. Formellement, les pays vont dire, ben, chez nous, il y a une loi qui interdit à tout employé d'une banque de donner des informations à un tiers. Donc, il ne peut pas y avoir d'échange d'informations. Là, de temps en temps, on perce le secret bancaire, on arrive à avoir un peu de données, mais c'est rare. Et même s'il y a des avancées en ce sens, ça reste difficile. Et donc, ça veut dire que les paradis fiscaux permettent deux choses. Permettent la fraude, en fait, permettent le crime. Parce que dès qu'on est assez puissant pour créer un compte là-bas, il y a de fortes chances que l'Agence du revenu ou un inspecteur de l'IRS aux États-Unis ou un juge d'instruction en France ne soit pas capable d'accéder au pays pour faire son enquête. Aux Bermudes, on va se faire dire, non, aux Bermudes, on ne donne pas d'informations. On va aller ensuite au Panama. Au Panama, on va dire, non, on n'a même pas les informations, il n'y a même pas de registre. Mais quand même, vous fouillez les informations, on s'assure de ne pas les tenir pour être dans l'ignorance. Bon, et ça continue. Et quand enfin quelqu'un tout d'un coup donne de l'information comme Antoine Deltour, un héros de l'ombre, au Luxembourg, qui a donné des informations pour nous faire comprendre comment le Luxembourg s'était organisé pour permettre à des grandes entreprises de complètement outrepasser leurs obligations fiscales en Europe, eh bien, il a été poursuivi par le gouvernement parce qu'il a interdit au Luxembourg de donner de l'information à un tiers quand il s'agit d'informations bancaires. Et aujourd'hui, il risque de faire de la prison pendant qu'il a été nommé citoyen de l'année par les parlementaires européens à Strasbourg. C'est complètement schizophrénique, c'est l'Europe. Mais on est là-dedans, quoi. Donc, et évidemment que c'est le paradis pour les grandes filières criminelles dans le domaine de la prostitution, du trafic d'armes, du trafic de la drogue, du trafic de matières dangereuses, du trafic d'espèces protégées, du trafic de la contrefaçon. C'est un paradis parce qu'ils peuvent gérer des opérations
dans une opacité totale, dans des pays où il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de loi, puis il y a le secret. Et ce n'est pas les filières criminelles qui ont développé les paradis fiscaux, mais elles ont su en profiter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est le troisième point, le secret. Puis évidemment, les particuliers s'en servent aussi. Les particuliers, c'est des individus. Les entreprises, quand elles utilisent les paradis fiscaux, le plus souvent, c'est légal. Elles font semblant qu'elles ont une activité à la Barbade, alors qu'elles n'en ont pas, mais c'est légal de mettre des fonds dans une filiale qu'on a créée là-bas. Pour les individus, en droit, c'est plus compliqué. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Vous dites à votre patron, votre patronne, désormais, envoyez mon chèque de paye au Belize ou à l'île de Man. Il y a une forte chance que le gouvernement trouve ça un peu drôle à la fin de l'année, que votre argent soit nulle part, en fait. Bon, on reçoit des T4, mais bon. Et donc, on se fait prendre. Pourquoi? Parce que les individus sont suffisamment en santé mentale pour savoir qu'ils sont ici, ils ne sont pas ailleurs. Et pendant qu'ils sont ici, ils sont captifs. Ils sont salariés, ils sont bons. Alors, si un individu a un magot et veut le dissimuler, il profite des paradis fiscaux, du fait qu'ils ont le secret bancaire, et même si c'est illégal, c'est difficile d'enquêter. Et Marie-Maude Denis de Radio-Canada qui avait animé une émission dans laquelle un de ses collègues avait fait semblant auprès d'avocats, de fiscalistes, d'avocats d'affaires, d'avoir $1 million à placer dans un paradis fiscal, et plus de 50% des fois, les responsables de services du genre ont dit c'est illégal, mais on va le faire pour vous, puis ça va être blindé, puis le gouvernement ne le saura jamais. Donc ça marche. Hein. Et le problème, hein, au bout du compte, c'est qu'il y a vraiment, à la fin, il n'y a plus que la classe moyenne pour financer les infrastructures publiques et les services publics par le biais de l'impôt. Il n'y a plus que la classe moyenne qui paye des impôts. Et c'est vraiment un coût énorme. Et le dernier